Nous vous l'avons dit dès le début de cette émission, il s'agit probablement de la crise énergétique la plus grave depuis ces 10 dernières années en République de Guinée. Et rien, y compris la constitution d'un nouveau gouvernement, ne paraît présager de meilleurs mois en tout cas. En effet, les grands centres hydroélectriques du pays sont sans la goutte qui va faire tourner les turbines et les centrales thermiques tournent à régime réduit faute d'approvisionnement suffisant en fuel. Des États qui ont été jeudi dernier à l'origine de soulèvements généralisés sur le Grand Conakry, justement faisant plusieurs dégâts matériels et une victime humaine, ce jeune dont nous avons vu les parents, donc 2 victimes humaines justement, dont un était à Lambaye justement. On en a parlé suffisamment. Et le top management de la société EDG a donc finalement sauté, mais la crise reste intacte. Elle n'a pas vacillé, elle tient encore sérieusement. Alors, qu'est-ce qui explique la crise énergétique en Guinée et quelles solutions pour rétablir un minimum acceptable dans la desserte? Ce sont des questions que nous posons ce matin. D'abord à Ibrahima Abbé Silla. C'est un nom que vous connaissez. Il est homme politique, ancien ministre de l'énergie. Il a accepté notre invitation. Et puis derrière, vous entendrez un ingénieur. Sur les aspects techniques de cette crise-là, Moussa Koulibaly sera avec nous. Monsieur le ministre, Mohamed Marès, que vous pouvez activer. Bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions ce matin. On avait besoin justement d'une figure, d'un acteur majeur de l'énergie en Guinée. Et je pense que c'est le profil tout bien trouvé. La première question va aller à vous, Adjadia, qui va donc la lui poser. Bienvenue, M. Silla. Ça fait plaisir de vous avoir dans ce studio, surtout en pareille circonstance. Tamba l'a dit, on a l'impression que c'est une sorte de ritournelle en République de Guinée. Les manifestations contre le courant électrique suivies de cas de mort. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez été ministre de l'énergie. On supposait qu'à un moment donné, on a dépassé ce cap-là. Mais on se retrouve face à une crise, pratiquement une crise qu'on n'a jamais vécue auparavant. Oui, apparemment, oui. Je suis d'accord avec vous. D'abord, je vous tenais à vous remercier et de te revoir ici sur ce plateau. Et enfin, je commencerai parce que j'ai entendu beaucoup de choses à travers les médias que je vais adresser pour commencer, pour mettre le décor avant qu'on avance. Quand j'ai pris service en 2021, les grandes gueules. 2020-2021, ce pays avait comme production seulement la centrale de Soapeti, Kaleta et Garafiri. Ensuite, pour les centrales hydroélectriques. Pour la production d'énergie. D'accord. Et parallèlement à ça, il y avait les centrales HFO, c'est-à-dire diesel, avec du fuel lourd, Tombeau 1, 2, 3 et également Té Énergie qui était à Matoto et une centrale à Kipé. Donc la combinaison de l'ensemble des centrales était à un niveau plus ou moins acceptable. Au fil du temps, ils ont amené un bateau, le bateau était là, mais ça nous coûtait excessivement cher. Ça, il faut le comprendre. Ça déstabilisait. Le bateau coûtait combien? C'était de l'ordre de 5, 7, 8 millions de dollars par mois. De dollars? De dollars, oui. Par mois ou par an? Par mois. D'accord. C'est 80 milliards. 80 quelque chose comme ça. Oui, ça coûtait énormément par quand mois. Tu regardes le budget guinéen. C'était très très lourd. Donc quand nous sommes arrivés, pourquoi c'était à 8 milliards? C'est parce qu'ils avaient arrêté 2 autres centrales qui appartenaient à l'État. Kaloum 1 et Kaloum 3. Parce que 3, il y avait un générateur qui avait besoin de réparation majeure, l'autre était mineur, donc des petites choses à réparer et à les mettre en ligne. Nous avons rapidement fait ça et ça donnait bien. Et on avait permis également à l'époque à Kaloum 3 de démarrer. Kaloum 4,
c'était vraiment la force réelle de l'énergie guinéenne, parce que ça stabilisait non seulement le réseau, mais ça pouvait aussi produire pas mal d'énergie, jusqu'en l'occurrence à l'époque de 30-35 mégawatts. Ben, le total d'équipements installés est de l'ordre de 44 mégawatts, dont 20, même aujourd'hui, au moment où je te parle, peuvent être en ligne en moins de 2 semaines. Donc, ceci dit, l'ensemble de ces productions était de tel que on pouvait couvrir les besoins du gouvernement et de l'État guinéen. D'accord. Mais au même moment, le bateau, Non, il était... Il dit quelque chose que je n'arrive pas à déchiffrer. Vous dites qu'à cause de 2 pannes sur 2 niveaux de 2 réseaux de l'État, parce que 2 réseaux Kaloum 1 et s'étaient arrêtés, Kaloum 1 et 3, c'est pour cela qu'on a fait venir le bateau? Vous savez, pour la production de l'énergie au niveau des diesels ou bien des fuels, en fuel lourd, chaque année, ça dépend du nombre d'heures. Vous avez 2 types de réparations. Chaque année, ça peut être annuel, semi-annuel, en fonction du nombre d'heures de production. L'entretien mineur, qui demande vraiment pas grand-chose, et majeur, qu'il faut faire continuellement au fur et à mesure. Mais généralement, on les fait en hivernage, en période d'hivernage, pour se préparer en été pour vraiment bien desservir le courant. Ceci, ça ne voulait pas dire que c'était gâté complètement. Les grandes gueules. Mais ça voulait dire qu'il fallait faire ça pour maintenir la production continuelle de l'énergie. Maintenant, Oui. Attendez, qu'il termine. Allez-y. Maintenant, oui. Parallèlement à ça, nous avons lancé les contrats d'entretien sur les barrages. Les barrages Kindialo, ça m'a étonné qu'ils ont des problèmes de production d'énergie. Et tout ça, c'est à vérifier. Parce qu'à Kindia, par exemple, on avait lancé le problème de réhabilitation des 2 ou 3 barrages, des petits barrages qu'on a, Kikon, Banea, Kaleta et d'autres. Swapiti. Garafiri et l'ancien, on avait tout lancé ce contrat. Normalement, ça devait suffire pour cette région. Parce qu'ils sont aussi sur la ligne 200, la ligne 110 qui va jusqu'à Mamou était là déjà. Maintenant, pour l'ensemble du territoire, bien sûr, comme vous le savez, la majorité de la Guinée n'avait pas d'énergie. Donc, pourquoi même avec les productions qu'on avait, on n'avait pas suffisamment de lignes de transport pour aller, par exemple, quitter ici, aller à Tougué, ou bien à Siguirin, on reviendra peut-être sur l'intérieur du pays, mais la question de Djadia, est-ce que c'est bon au bateau? De la nécessité de... Ces 2 entités se sont arrêtées que le bateau est arrivé. Écoutez, expliquez-nous un peu. Écoutez, c'était vraiment, moi je dirais même stupide, d'avoir un bateau alors que tu as suffisamment de production sur place. Et là, ça m'a mis vraiment mal à l'aise. C'est vous qui avez conseillé au CNRD de rendre le bateau. C'était pas bon. Parce que c'était émaillé de fraude en plus. Je ne peux pas parler de tout ça. Il le faut, monsieur le ministre. Il le faut bien, monsieur le ministre, parce que c'est qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui. Vous voyez déjà, depuis l'arrivée du CNRD, il faut le dire, on est à une 30aine de morts dans les manifestations de revendication du courant électrique en Guinée, de Conakry à Kindia. Et aujourd'hui, qu'on ne sache pas en réalité ce qui se passe, c'est pas normal. Et vous avez été à un moment donné ministre de l'énergie et vous êtes parti et les mêmes problèmes qui empirent. On veut bien savoir c'est quoi le problème quand vous parlez de fraude quelque part sur le bateau, fraude qui entourait tout cela. On veut bien savoir, monsieur le ministre. Mais le bateau était là en plus. Le bateau était là et le courant était là. Le bateau est parti, c'est parti avec le courant. Ce qui replace. Est-ce que vous voulez dire que sans le bateau, permettez que je finalise la question, est-ce que vous voulez dire que sans le bateau à l'époque, on aurait pu avoir régulièrement le courant? Bien sûr que oui. Et c'est ce qui a été fait. On a eu régulièrement le courant jusqu'au moment là, de cette crise. Oui. Non, peu avant la crise, on avait commencé avec les délestages. Les délestages ont commencé avant l'explosion. Peu avant l'explosion. Non, avant même l'explosion. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est parce qu'ils ont arrêté les groupes qui ont remplacé le bateau. Et c'est quel groupe? Au niveau de quelle centrale? K3, par exemple. Kaloum 3. D'accord. Ou l'autre K3 et K2 aussi a été arrêté.
Mais Donc, pourquoi ça s'est arrêté? Et ça, il faut demander la gestion de ceux qui produisent là-bas actuellement. D'accord. Oui. Attendez, c'est central. La question de Daouda. Sur le bateau, oui, parce que sur le bateau. D'accord, on va organiser ça. 80 milliards. Terminer sur le bateau, ensuite on va enchaîner. 80 milliards, c'est beaucoup d'argent, hein? Oui. De façon mensuelle. Oui. 80 milliards. Et vous dites qu'au-delà de ce que l'État a déboursé, les 80 milliards, il y avait aussi une sorte de magouille autour. Non, depuis la conception du contrat. C'était ficelé de sorte que c'était vraiment il y avait beaucoup de fraude. J'ai fait les calculs, par exemple, du coût de carburant pour opérer, mais c'était monstrueux. Combien on aurait dû, par exemple, payer mensuellement pour ce bateau? De l'ordre au plus haut niveau. Combien? Au plus haut niveau, peut-être dans l'ordre de 80%. En tout cas, il y avait 30% de majoration sur le coût. D'accord. Donc autour de 5 millions. 8 millions de dollars, ça vous fait 96 millions de dollars par an. Et ça, c'est moins, corrigez-moi, les frais de carburant, je pense, qui revenaient à l'État. Pas seulement les frais de carburant, les frais, le coût réel, parce qu'il fallait payer d'abord le fait qu'il soit là. Oui. Et aussi le kilowattheure. C'était un contrat vraiment très mal ficelé. C'était pas bon pour l'État. D'accord. Donc, ça veut dire on doit être largement au-delà de 100 millions de dollars par an, juste pour ce bateau-là, de 100 mégawatts. Oui. Tout simplement. Oui. Mais est-ce qu'on peut comprendre que cet argent qui a été épargné, finalement, économisé, ces 100 millions de dollars, qu'on ne puisse pas les réinjecter peut-être dans l'installation de nouvelles centrales, dans la réhabilitation d'abord des centrales appartenant à l'État, donc qui sont déjà sur notre territoire. Bien sûr. Et là, je pense un peu au fameux groupe de Asperbras, je ne sais pas, finalement, parce qu'on l'a adapté, réadapté et tout, mais c'est quand même là, ça a quand même produit. Mais pourquoi cet argent qui a été épargné n'a pas été réinjecté? Vous étiez là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi, ça c'est la gestion au niveau de la production. Les grandes gueules. Si vous avez des hommes qui sont incapables de gérer une centrale, c'est les résultats de ça. Voilà. Tout simplement. C'était l'incapacité des techniciens au niveau des centrales. À tous les niveaux. Et aussi les décisions prises. Parce que n'oubliez pas, le ministère est là. Il y a l'agence EDG qui est là pour l'exploitation, la production et la distribution du courant. Voilà. Alors, ce que je dis, peut-être que vous ne m'avez pas compris. L'État parvient à mettre de côté plus de 100 millions de dollars qui partaient comme ça dans le vent. N'est-ce pas? Est-ce qu'on va dire mettre de côté? Est-ce qu'on va dire que l'État parvient à mettre de côté? Oui, mais une fois que ce n'est pas injecté, normalement, votre souci, c'était que l'État puisse économiser cet argent-là. Bien sûr. Alors, sur le plan macroéconomique, budget, finances et au niveau du gouvernement, qu'est-ce qui avait été prévu quant à l'utilisation de cette partie-là? C'était une économie ou un endettement de moins? Parce que moi j'ai envie de savoir, un État déficitaire comme le nôtre, est-ce qu'il s'agit d'argent qu'on n'aura pas utilisé ou d'argent qu'on n'aura pas emprunté? Et ça, c'est les subventions que l'État donne aux producteurs d'énergie, qui payent l'énergie pour vous qui êtes là dans la salle, parce que vous êtes subventionné, vous ne payez pas le coût réel de l'énergie produite. Voilà. Alors, monsieur le ministre. Daouda Mohamed Kamara, je rappelle. Les gars, permettez-moi, nous sommes avec le ministre Ibrahima Abe Silla, homme politique et ministre de l'énergie. Avec lui, nous abordons la crise énergétique guinéenne. Daouda, encore un peu de patience. Tes petits frères sont tenaces. Je reviens sur la question de Mara. Oui. Vous dites que quand on a chassé donc, le bateau, normalement, ce qu'on payait, donc on ne payait plus pour le bateau. Écoutez, le bateau n'était pas du tout souhaitable. Les grandes gueules. On est d'accord là-dessus. Le coût était exorbitant et il y avait et c'était émaillé de fraude. Là, jusqu'ici, on est d'accord. Maintenant, si vous voulez qu'on continue avec ça, ça a pu nous permettre quand même d'avoir de l'argent, non, n'est-ce pas? Mais on avait déjà des équipements pour boucler les demandes au niveau environ 100 milliards, hein? Plus de 100 millions de... Plus de 100 millions. Non, c'est plus de 1000 milliards. C'est plus de 1000 milliards. Plus de 1000 milliards économisés sur le bateau. Par an. Pourquoi, selon vous, cela n'a pas permis
d'entretenir les centrales dont vous parlez et peut-être même d'accroître la production parce que je vois ce montant énorme pour permettre, n'est-ce pas, à la Guinée d'avoir... Ça, c'est la première question. La deuxième, je la poserai tout à l'heure. Allez-y, monsieur le ministre, allez-y. Pourquoi, selon vous, ça n'a pas marché? Avec ça n'a pas été réinjecté, ce montant. Ça n'a pas été réinjecté. Un, parce que moi, je n'étais pas là. Et deux, ceux qui étaient là n'ont pas eu l'idée de réorienter ça. D'accord. Mais c'est un peu, donc l'argent a pris la clé des champs. Les gars, c'est quand même facile de dire, moi, j'étais pas là. Même pendant vous étiez là, mais EDG n'est pas devenu une meilleure organisation pour autant. C'était vous la tutelle. Quelle est l'empreinte de Abessila sur EDG aujourd'hui? Aujourd'hui, le directeur général en paie les frais. Qu'est-ce qui a bien pu être fait à votre temps pour que, par exemple, les capacités commerciales de EDG se renforcent, que le management se renforce et que l'on ne se retrouve pas dans cette situation, malheureusement, qui fait des morts aujourd'hui? Non, pour vous dire la vérité, c'est parce que l'EDG n'a pas respecté les normes de la production. Il y avait notre centrale qui était là-bas, c'est-à-dire Guinée, K1 et K2 qui étaient là. On ne les trouvait pas. Deux, la plus grande centrale thermique K3 qui était sous BOT était aux arrêts. Ils n'ont pas négocié pour baisser sa marche. Ça fait presque, si c'était mis en marche, quelque chose de 30 à 40 mégawatts de puissance installée. D'accord. Et tout de suite là, capable de produire 20 mégawatts. On n'aurait pas eu les enfants dans les rues. Quand vous dites K1, K2, K3 qui sont guinéens, ce sont des entreprises privées. Non, ça n'a pas. C'est un patrimoine de l'État. C'est un patrimoine de Il a dit l'État. K3 est sous BOT. Donc, alors, comment comprendre que ce soit une propriété de l'État? Et pour des pannes qui peuvent être résolues, des pannes mineures, qu'on ne le fasse pas et que EDG, qui est là en charge de la distribution et de la commercialisation, ne s'y investisse pas et que le ministère même ne prennent pas de dispositions pour contraindre EDG à le faire pour quand même baisser les dépenses au niveau de l'État. Ça, je ne vais pas répondre pour monsieur le ministre qui était là. Non, vous étiez ministre. Qu'est-ce que vous avez fait à l'époque? En fait, oui, la question de Daouda, qui rejoint aussi ma préoccupation, c'est que vous n'étiez pas là pour exploiter uniquement. Non. Vous étiez là pour développer. Pour investir. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est là la question aujourd'hui. Ce que j'ai pu faire. Parce que quelque part, moi, quand on m'a dit vous venez, je crois que c'était Diba qui le disait, je dis c'est bien, il va nous dire au moins lui ce qu'il a apporté à ce secteur en Guinée. Vous êtes venu, vous avez trouvé une situation, vous avez eu le temps de faire un diagnostic, ensuite vous avez imprimé votre marque. Qu'est-ce qui a été fait sous Abessila? Est-ce que vous pouvez me donner le temps pour que je vous explique ce que j'ai trouvé en Guinée? Bon, quand je suis arrivé, sur l'ensemble du réseau guinéen, on n'avait qu'une seule ligne haute tension 110 qui quittait de Conakry à Mamou. Et une autre petite ligne qui quittait d'Enguiraï jusqu'à Denguiraï jusqu'à Farana. De 30 kV, l'autre de 110. C'était tout. Quand je quittais, tous les contrats pour les lignes haute tension étaient déjà en route. Soit complet ou en exécution. Que ce soit la ligne de l'OMVG qui devait faire le tour, la ligne... à partir de l'INSAN? Non, qui quittait... Oui, à partir de l'INSAN. L'INSAN qui ravitaillait tout le Fouta et toute la Basse-Côte. Techniquement, on a également lancé les lignes médium, voltage médium, c'est-à-dire 30 kV. Vous avez les deux types de lignes. Les lignes haute tension et les lignes moyenne tension. Les lignes moyenne tension, c'est ceux qui rentrent dans toute l'ensemble de ces deux régions. Imaginez-vous, tout était fait. Au moment où je te parle, si la production était bien gérée, je dirais, même aujourd'hui, s'il y a de l'énergie déviée vers le Fouta et la Basse-Côte,
tout le monde pouvait avoir de l'énergie. Il y a de l'énergie au Fouta. Oui. Alors, et également l'énergie en forêt. Nous sommes allés lancer des contrats de réhabilitation et également interconnecter Zérékoré et toute la forêt. Soit ils ont des groupes que nous avons achetés. Beaucoup plus de groupes, hein? Beaucoup plus de groupes. Oui, en attendant que la ligne, le contrat est signé pour un 225 qui va jusqu'à Lola de l'ISA. Monsieur le ministre. Donc ça, il faut reconnaître l'effort qui avait été fourni. Normalement, si... Ça a été fait en votre temps, tout ça, oui. Ou bien vous avez laissé... C'est moi qui ai signé tous ces contrats. Moi, je voudrais qu'on parle un peu de l'INSAN. Non, mais avant l'INSAN, s'il vous plaît. Avant l'INSAN, moi, il y a... C'est ouvert, vous avez vos micros ouverts. Il y a ce problème. Il y a ce problème, ministère de l'Énergie et EDG. Entre les deux. C'est qui le patron en vrai? C'est qui le patron en réalité vrai sur cette question d'électricité en Guinée? Parce qu'on sait que le ministre, il invite le ministre qui est très courtois, presque, je ne vais pas prononcer le mot, mais il invite le DG de EDG, le DG de EDG est occupé. Bon, il envoie son subalterne, un secrétaire. Ça ne pose pas de problème. Il fait ce qu'il a envie de faire. Bon, finalement, il a sauté. C'est qui le patron? C'est celui qui signe le contrat. Et donc, l'EDG s'est transformé à l'agence qui est capable de signer les contrats. C'est pas normal ça. C'est pas normal. C'est pas normal ça. D'accord. Il signait les contrats et c'était validé à ce niveau, tout à l'heure, je disais que j'avais une deuxième question. Moi, j'avoue que ça m'incommode sérieusement. Vous avez trouvé toute une carambouille autour de ce contrat sur le bateau. Vous l'avez dit. Non. Non, vous avez dit que au moment où le contrat a été ficelé, ça a été mal fait, et vous avez senti quand même qu'il y avait une magouille autour de ce contrat. Oui. Alors, clair. À ce jour, est-ce que des actions sont venues de la part de l'État pour poursuivre les auteurs de cette magouille? D'abord, est-ce qu'il y a eu une enquête pour nous dire qui a fait quoi, et est-ce qu'il y a eu des poursuites? Écoute, c'est vous qui avez découvert ça, hein? Moi, mon rôle, c'était de mettre fin à ça. Vous n'avez pas cherché à savoir qui sont ceux qui ont trempé. Parce que c'était vos collaborateurs. C'est pas moi. Et de mettre les équipements en marche qui peuvent remplacer le bateau qui n'était pas... Mais monsieur le ministre, vous deviez travailler avec les mêmes équipes. Vous ne vous êtes jamais dit, puisque j'ai découvert une telle carambouille, il faut que j'essaye de voir, j'essaye d'y voir plus clair. Et comme ça, je peux me séparer de ceux-là qui ont trempé dans cette magouille-là, en vue de prévenir dans le futur également s'il faut aller une répétition. S'il faut aller au temps de mon grand frère Monsieur le ministre, votre gouvernement au même moment, c'était au gouvernement au même moment, d'autres dignitaires d'Alpha étaient en prison. Non, mais d'autres étaient en prison. C'est pas votre grand frère Alpha. Vous étiez aux affaires. C'est pas une affaire de Alpha Condé. C'est des biens de la Guinée. C'est des biens de la Guinée. Vous savez, quand vous me dites ça, moi j'ai froid dans le dos parce que vous donnez un peu raison à ceux qui disent que vous êtes juste un homme d'affaires. Vous permettez-moi de vous dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui disent que vous êtes juste un homme d'affaires qui est venu gérer ou, si vous voulez, arbitrer le secteur dans lequel il a investi lourdement et peut-être qui avait l'occasion aussi de régler des comptes à ceux-là qui lui ont posé des bâtons dans les roues. Vous ne pouvez pas nous dire après tout ce temps que vous ne pouviez pas chercher les véritables raisons et les personnes. Je vais répondre à ça. Je m'inscris en faux tout ce que tu viens de dire. Je ne suis pas un homme d'affaires seulement. Je suis ingénieur en électricité. J'ai enseigné l'électricité à l'université de Pennsylvanie et à Abidjan et à l'école d'énergie d'Abidjan. J'ai été l'un des deux ingénieurs qui ont mis tout ce que tu vois aujourd'hui à Abidjan comme électricité. À Dakar, c'est ma compagnie qui a modernisé, complètement automatisé le système électrique avant de venir ici. Je travaillais pour General Electric. Et j'étais chargé au ministère du département d'énergie aux États-Unis. Voilà. Alors, c'est important parce que la question qu'est-ce que tout cela a pu apporter, tout ce qu'on sait de vous, tout ce que vous venez de dire de vous a pu apporter à la Guinée en votre passage au ministère de l'énergie? Une bonne question. Quand je venais, attendez, ça c'est une bonne question. Quelqu'un qui a travaillé avec vous. Djaka, c'est pas Djaka. Non, mais en fait, par rapport, parce qu'il
il se posait la question, parce qu'on parle de problème. L'un des problèmes, c'est ce qui s'est passé récemment à Kindia, où 2 enfants ont été tués, justement, alors que j'ai un témoignage qui dit que, par exemple, je vais juste lire la partie, les grandes chutes d'Onkea, Garafiri et Banea ont été lancées du temps du PRAC. C'était des rénovations sur, avec un prêt de 60 millions d'euros, je ne sais pas si vous confirmez, de la Banque européenne d'investissement. Normalement, ça devrait être achevé. Si un tel montant a été injecté dedans, la solution qu'on trouve aujourd'hui, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est avoir des solutions. Pourquoi il y a cette crise alors qu'il y a un investissement qui a été fait, par exemple, là-bas, et que ce problème-là, il ne devrait pas être posé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? L'argent là a été injecté, justement, c'était pour pallier aux problèmes que nous voyons, dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Pour Kindia, on ne s'attendait même pas. C'est pourquoi nous sommes allés en avance pour injecter un tel montant pour arranger cette... Vous étiez là à l'époque? Non, c'est moi qui ai signé les contrats pour arranger ces barrages. Et c'était fini. Maintenant, comment ils ont géré après moi, il faut... Quand vous dites c'est fini, ma question n'a pas été répondue, monsieur le ministre. Oui. Vous avez été tous là, aux États-Unis, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, entre autres. Vous venez dans votre pays. Vous êtes nommé ministre de l'énergie. Oui. Vous avez eu quand même un petit temps de travail. Qu'est-ce que tout ce que vous savez, tout ce que vous êtes, a-t-il pu apporter à votre jeunesse? Ça, c'est une bonne question. Dans ce sens, ça me donne l'occasion de vous dire ce que j'ai pu faire. Quand je suis arrivé, je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une seule ligne haute tension. C'était de Conakry, Mamou. Et de Mamou à King Kong à Pita en 30 kV. Et Conakry jusqu'à Mamou en 110 kV. C'était tout. Et un petit morceau qui quittait Farana jusqu'à Denguira, en passant bien sûr par Dabola. En passant par Dabola. C'était tout. Tout le reste de la Guinée était indépendant. Il n'était pas sur un réseau. Les grandes gueules. Aujourd'hui, au moment où je te parle, 90% de la Guinée est déjà sur le réseau. Sur le réseau 225. Haute tension. Moyenne tension. Je dirais même 80% sont en place. En fait, c'est comme la téléphonie. Il y a le réseau, mais il n'y a pas de crédit pour appeler. Non, attendez. Parce qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Attendez. Non, on a de l'énergie. Vous vous trompez. Ah bon? C'est parce qu'il y a eu étillage au niveau de c'est ça la raison. Écoutez, on a de l'énergie, il fallait l'utiliser. On a le central K3 qui est assis là. Moi, j'ai quitté. Vous êtes né tant. Parce que, apparemment, la solution ultime de l'énergie en Guinée, c'est K3. C'est qui le prestataire au niveau de K3? De K3, c'est AISI. Et cette compagnie pouvait produire suffisamment d'énergie aujourd'hui pour ne pas que nous soyons. Monsieur Silla. Et cette compagnie, c'est vous. C'est à vous. Mais je sais pourquoi j'amène la question. Les grandes gueules. Non, c'est Advanced Engineering System. Mais c'est pour vous? Oui, c'est pas pour moi, c'est une compagnie. Il y en a plusieurs actionnaires. Oui, mais c'est vous êtes actionnaire dans cette compagnie. Oui, bien. Mais la compagnie mère est aux États-Unis. D'accord. Mais on peut dire valablement que c'est la compagnie de monsieur Abessila au niveau au niveau de la centrale Tombo 3. Oui, c'est eux qui ont investi les 50 millions pour le mettre en marche. D'accord. Quand vous dites eux, c'est l'État? Non, la compagnie. Et c'est quoi le problème avec cette compagnie? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Justement, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'État? Purement politique. Je ne sais pas, quelqu'un est venu arrêter. Est-ce qu'il est en panne? C'est quoi le souci? C'est quand vous avez quitté le gouvernement que ça a été arrêté, le contrat a été arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Ça a été arrêté quand? Ça a été arrêté quand? Après que moi je suis parti. D'accord. Alors, monsieur le ministre... Donc vos dividendes ne tombent plus. Et on ne vous a pas donné les raisons? Non, pas du tout. Forcément, vous avez des parts dans AISI. Écoutez. Vous avez des parts à AISI. AISI, c'est un morceau. Oui, mais vous avez des parts. Gangan m'appartient. Ça, ne parlons pas de Gangan. Il n'y a plus de Gangan. Monsieur le ministre, n'allons pas sur Gangan. Gangan n'existe plus. Gangan n'existe plus. Si
votre patron avait accepté. Oui, quoi? Vous aurez racheté pour qu'on connaisse le même sort que Ganga? Mais pour qu'on ait le même sort que Ganga et EDG? Ah non. Heureusement, Dieu nous a... On laisse Djiba aller sur la question. Deux questions. Les grandes gueules. Pour l'instant, nous sommes dans la crise. Oui. Pour l'instant, nous sommes dans la crise. On a vu que le directeur de l'EDG qui a sauté. C'est votre ancien employé, hein, Jacques. Jacques, lui, il est resté avec grande gueule tout ce temps. Il peut témoigner. Moussa Moïse. Voilà. Moussa Moïse, Sina et les autres. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, on est dans la crise. Oui. Nous sommes dans la crise. Est-ce qu'au moment où vous étiez aux affaires, vous avez vu venir ça? Est-ce que c'était prévisible? C'était résolu. Mais pourquoi l'EDG n'a pas mis les groupes en marche, ça me dépasse aussi. Cette décision n'est pas à moi. Je ne peux pas me mêler de quelque chose qui ne me regarde pas. Mais Djiba, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que l'État est en incapacité de payer des fournisseurs, notamment de gasoil, de mazout, je ne sais plus. Et l'État est en incapacité de payer. Est-ce que c'est aussi l'information que vous avez? Pourquoi est-ce que les centrales thermiques ne peuvent pas tourner? Je dépasse tous les éléments en main et je ne veux pas rentrer dans quelque chose qui ne sont pas clairs. Les paiements, oui, ils ont retardé sur plusieurs paiements, mais ils font des efforts actuellement pour payer petit à petit. Voilà. Alors vous avez été ministre, vous êtes allé à Swapiti, à Kaleta. Oui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on en arrive là? Parce que la communication qui était faite sur Alpha Condé, c'est que l'obscurité, c'est derrière nous. On pensait qu'avec ces deux barrages, puisque si on prend tout le réseau, on est autour de 1260 MW de capacité installée. Maintenant, Kaleta, c'est 240, Swapiti, c'est autour de 400 et quelques. Comment on en arrive là? Est-ce que c'est parce que les études ont été mal faites, ou on nous a menti, ou c'est lié à l'assèchement? Parce qu'on nous disait, pour compléter la question de Djiba, on nous disait que Swapiti venait en appui aux deux autres barrages et Swapiti devait être la base des retenues et qui pouvait permettre le fonctionnement, le stabilisateur, le fonctionnement à 100% de Garafir et de Kaleta. Vous êtes allé sur le site. C'est quoi véritablement le problème? Normalement, s'ils étaient montés un peu plus haut, ils pouvaient retenir beaucoup plus d'eau que là où ils ont fait sur Garafir. Ah bon? On a choisi le mauvais endroit. Mauvais endroit, ça il faut être honnête. Et également, vous savez, c'est une zone sismique. Et que Dieu nous sauve, si Garafir lâche, avec rempli d'eau, plein d'hivernage, si tu te lèves sur ton lit à Ratoma, tu aurais de l'eau jusqu'ici. Alors vous imaginez. Donc, quand je suis arrivé, ils avaient pu démarrer que deux ou trois groupes. Deux ou trois groupes. Le troisième groupe, ils ne pouvaient pas. Moi-même, je me suis impliqué avec leurs ingénieurs pour mettre ça en marche. Et il y avait problème d'instabilité au niveau de la turbine et des groupes. D'accord. La solution, on va terminer avec ça. Moi, je parle de Swapiti. De Swapiti. On va terminer avec ça. Maintenant, en ce qui concerne Kaleta, parce qu'il y a beaucoup de cris qui disent nous avons fait ça, nous avons fait ça. Je vais vous expliquer une chose. Toutes ces deux compagnies, j'ai eu un regard très suspect là-dessus. D'abord, ils avaient la compagnie elle-même avec laquelle nous avons des dettes, et ils ont créé une compagnie guinéenne. Si c'est Kaleta, ils avaient Sogeka. Si c'est Swapiti, comment on dit la compagnie guinéenne là-dessus? Sogel, oui. Donc, vous savez, quand j'ai commencé à voir vraiment ces dossiers, les montages qu'ils ont faits, Kaleta, ça nous appartenait à 100%. C'est parce que les gars qui étaient là, qui négociaient avant moi, n'étaient pas à la hauteur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir faire Swapiti? Ils ont pris ce que nous avons, parce que nous étions majoritaires là-bas, ça nous appartenait. Ils ont mis Kaleta en gage pour pouvoir boucler le contrat de Swapiti. D'accord. Et donc, le coût
est presque 1,5% de ce que ça devait être. Et ça ne nous appartient pas pendant plusieurs années. Et la facturation va en exponentiel. C'est comme si tu montais un escalier. Majoration donc chaque à année. l'État ne nous appartient pas. Et soit petit est aussi garanti. Donc, vous comprenez. Enfin, quand l'État nous... On n'a pas voulu payer de l'argent. Justement, cette facturation. Les gars, on ne peut malheureusement pas. Non. Ce que l'on va faire, on va se retrouver juste derrière pour 10 minutes encore avec vous. On va juste marquer cette pause et on se retrouve derrière. Voilà, vous pouvez donc continuer à suivre cette émission sur Facebook ou sur YouTube avec le Espace TV Guinée. Justement, le live est en cours. Merci de continuer à réagir. Aïssa Toussané viendra plutôt à la fin de cette émission et elle rendra compte de chacun de vos messages. Vos avis, vos préoccupations seront relayées à l'antenne justement ce matin. Nous poursuivons donc cette interview avec le ministre Ibrahima Abessila, qui longtemps a été ministre de l'énergie, lui-même acteur de l'énergie en Guinée, en Afrique et ailleurs justement. Il nous fait part de sa lecture de la crise que nous traversons. Et puis derrière lui, nous aurons Moussa Koulibaly, il est ingénieur électricien. Vous l'entendrez, il a travaillé sur les projets de Caleta, il a travaillé sur les centrales thermiques de EDG et sur d'autres sources d'énergie en République de Guinée. Il s'y connaît donc justement, vous l'entendrez, il est auteur d'un ouvrage justement, un ouvrage qui porte justement sur la gestion et le potentiel de l'énergie en Guinée. Jacques, nous poursuivons cette émission avec vous. Alors, mais monsieur, il faudra aider à activer... Mohamed, qui déplace le on. Oui, le on. Oui, vous devez appuyer le on. Voilà, tout bonnement, marche. Là c'est bon. Donc, je veux qu'on parle de l'INSA, mais je voudrais d'abord revenir, on va terminer sur K3. Ça, c'est la question d'un auditeur justement qui suit cette émission, qui demande est-ce que au moment où le bateau était là, K3 était en marche? Non, ils l'ont arrêté. Non. Pendant que le bateau était là, K3 était à l'arrêt, c'est ça? Donc le départ du bateau a permis à K3 de s'installer. Est-ce que, si ce n'est pas discret, on peut savoir à quel coût vous donnez ça à l'État? 8 cents par kilowattheure. 8 cents par kilowattheure. Et en plein régime. C'était le moins cher parmi tous les IPP. Et en plein régime, mensuellement, ça fait à peu près combien? Les grandes gueules. Si la centrale tourne à plein régime, mensuellement, ça faisait combien comme facture? Là, il y a une variation, ça dépend de la demande. Oui. C'est le DG qui dit, bon, nous voulons telle quantité. D'accord. Et c'était combien au maximum? Je veux dire pour les autres, parce que vous dites que c'était le moindre. Sur la question de Mohamed Mara, c'était le moindre coût auquel l'État achetait le kilowattheure. Et les autres, ils oscillaient entre combien et combien? Les autres, ils tournaient à temps plein parce que... Oui, mais je parle par exemple du bateau, le kilowattheure était à combien? C'était de l'ordre de 12, 13. D'accord. Cents par kilowattheure. Et justement, tout à l'heure, je voulais soulever la question sur les prix, justement, chez les différents fournisseurs. On apprend par exemple que le courant, les 11 mégas notamment qui arrivent de la Côte d'Ivoire pour la forêt, coûte nettement moins cher que le kilowattheure venant par exemple de Soapiti et de Caleta avec les Chinois. Est-ce que c'est vrai? C'est possible, c'est vrai. Dans ce sens, c'est ce que j'expliquais là tantôt. Aux négociations de Soapiti, les grandes gueules, ils ont permis à ces compagnies de les facturer d'une façon annuelle, c'est-à-dire graduation, augmentation chaque année. D'accord. Donc c'est comme un escalier. D'accord. Donc le coût était de l'ordre de 12. Mais ça va, quand moi j'étais là-bas, je ne sais pas combien ça coûte là maintenant. C'était à 12 cents. 12 cents. Monsieur Silla, je voudrais qu'on parle un peu Mais c'est bizarre. Jacques, ça c'est bizarre. C'est ça qui devait être. C'est ce qui devait être le moins cher. On vous a dit, on a mis le barrage en gage pour faire Soapiti. Donc ça ne nous appartient pas. Oui, mais ça devait être moins cher parce que c'est de l'hydroélectricité. Ça devait être dans l'ordre bien négocié, ça devait être de l'ordre de 6. Voilà, 6. En dessous. Mais c'est pratiquement plus du double. Oui.
Et les dettes étaient tellement élevées que j'ai fait appel à l'ambassadeur chinois. Parce que j'étais prêt à chercher une autre banque pour que la Guinée puisse carrément racheter ça, les dettes, à l'État chinois pour récupérer au moins ces barrages. Les 2 barrages. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est donc carrément, moi je pense que ça peut être une solution. La solution, c'était reprendre ces banques. C'était ça la solution. Parce que le nombre d'années qu'ils ont, si ça va si tu as 20 ans, alors que tu peux avoir quelqu'un qui peut payer les 700 millions en 5 ans. Pour que les banques redeviennent, les barrages redeviennent guinéens. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que ce projet-là, vous l'aviez discuté en conseil? Est-ce que votre successeur, j'ai envie de dire, est-ce que le gouvernement continue sur cette lancée? Non, mais vous savez, les hommes s'en vont, mais l'État, lui, il reste. Normalement. Normalement. Est-ce qu'on va là-dessus? Tu sais, je n'aime pas tellement parler de mon successeur, dans ce sens que je n'étais pas là. Oui, je parle de l'État. Est-ce que, après votre départ, d'après vos informations, est-ce que l'État a continué sur la même lancée? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Vous ne savez pas. Je voudrais qu'on parle un peu de l'INSAN. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est à votre temps, non? Vous avez travaillé sur le poste de l'INSAN. Oui. Dans le cadre de l'OMVG. C'est quoi la source? Est-ce que tout ce qui arrive à l'INSAN provient du complexe Souapiti-Kalita? Souapiti-Kalita, oui. Essentiellement. Et également, ils sont interconnectés avec la ligne CLNG. D'ailleurs, j'étais le président de l'association des ministres de la sous-région. De la sous-région. Voilà, donc je suis très bien informé sur ça. Alors, parce que je voudrais avoir un détail. On dit que du côté de Souapiti-Kalita, la journée c'est presque à l'arrêt pour rationner un peu l'approvisionnement. Si le Fouta reçoit le courant en même temps, donc on va dire que c'est grâce à ceux qui viennent de la sous-région? Oui. Non, pas de la sous-région. Vous savez, Kaleta a une ligne qui quitte Kaleta qui vient directement à Conakry. Et de là-bas, ils prennent leur source à partir de l'INSAN, qui est aussi interconnecté à ces 2 barrages. En fait, mon incompréhension, c'est d'avoir une crise ici et en expliquant cela par l'arrêt des turbines du côté de Kaleta Souapiti à cause de l'étillage et qu'au même moment, le courant soit au Fouta. Parce que j'ai encore vu des témoignages ce matin, on me dit c'est 24 heures sur 24, il y a des coupures. Normalement, donc je voudrais avoir une explication technique sur ça. Comment c'est possible? C'est possible. Vous savez, au Fouta, avant mon départ, je les avais dit de mettre ça en marche. Les grandes bypass complètement de l'INSAN et fournir la partie de la même ligne. Et parce que le test de l'AB et Mali était achevé, donc ça pouvait ravitailler tout le Fouta presque. Et en Basse-Côte, même chose. On avait déjà fini Bokeh et tout l'environnement. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça veut dire que les barrages ne sont pas à l'arrêt? C'est vous qui avez fait ça? Non, ils sont sur le même jeu de barre, mais l'alimentation, c'est pas les mêmes lignes. C'est pas les mêmes lignes. Mais est-ce que c'est vrai que d'autres pays de la sous-région se servent aussi en électricité chez nous? Parce qu'on parle de Libéria. Et le Libéria. Et ça continue? Ils peuvent, ça dépendra de quel contrat le DG a signé avec ses partenaires. D'accord, monsieur le ministre, 2 questions. Ouais. On n'a rien, mais on a quand même de quoi revendre. Justement, 2 questions. Bien. Conakry, il y a la centrale. Les grandes gueules. Il y a ici la tannerie, il y a Kaloum. J'apprends que pour essayer de nous donner l'électricité, la journée, on essaie de fournir aux industries et aussi les zones stratégiques. Donc les ménages attendent le soir. À votre avis aujourd'hui, pour pallier ce problème, qu'est-ce qu'il faut véritablement? Aujourd'hui, il faut démarrer K3. Oui, c'est un 40 MW qui est là-bas. Donc en termes de solutions, il faut nécessairement. Mais il y a quand même il peut y avoir d'autres solutions. Diba, je pense que ce qui me dérange, ça est là déjà. Ce qui me dérange, il nous explique c'est en BOT, vous dites. Oui.
je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne l'utilise pas. Justement. Si c'est en BOT. Oui, si c'est en BOT. Oui, alors. Parce que ça va nous revenir. Il y a les 40 MW parce que j'apprends qu'IP c'est 50, ici aussi 50. Kaloum, c'est autour de 35 MW. Donc, avec les 40 dont vous parlez, ça peut compenser le déficit. Puissance installée. Oui. Donc, ça peut, dans un mois, aller jusqu'à 44. Si nous finissons tous les c'est qu'il faut. Sans le bateau, ça peut marcher. Le bateau, si tu fais tes commandes aujourd'hui, il faut compter plusieurs jours. Alors, est-ce qu'on peut se passer du bateau? Avec les dégâts qu'ils ont eu au port et sur la ligne. C'est qu'on peut retenir aujourd'hui. Ma question, c'est que. C'est pas aussi magique. Hein. Ma question, c'est si on relançait K3, est-ce qu'on peut se passer du bateau? Non. Le bateau, c'est 100 mégas. Non. Le bateau, c'était combien de mégas? Non, vous le savez, bateau, on me dit que nous sommes en période d'étiage. Le nouveau qui doit venir. Si K3 est en ligne aujourd'hui, l'étiage va finir au mois de juin. Juillet. Actuellement, c'est juillet et août. Donc, monsieur Abessila, aujourd'hui, il faut nécessairement. Est-ce que ça réglera le problème qu'on est en train de vivre maintenant là? Si K1, 2, 3 et T-Power ici équipés sont en ligne, oui. Sans le bateau. On n'aura plus besoin du bateau. On n'a jamais eu besoin. Mais comparativement, comparativement à tout ce que vous venez de citer, en termes de coûts avec le bateau, quel parallèle peut-on faire? Ça ne peut pas se comparer parce que K1, 2 qui paye, ça appartient à l'État. C'est 0 francs. C'est seulement le carburant que tu payes. Donc, nécessairement aujourd'hui. Pourquoi ferait-on venir le bateau, sachant qu'avec tous ces autres-là. Il faut seulement les mettre en marche. Avec un peu d'investissement. Il faut un contrat. Il faut provoquer. Très clairement. Nécessairement. C'est une crise provoquée. Moi, j'ai l'impression, à vous entendre, que cette crise-là, elle est provoquée, elle est provoquée pour faire venir un bateau. Voilà. Mais au bénéfice de qui? Oh, je sais pas. Au bénéfice de qui? Va faire tes investigations. Vous êtes là pour ça, non? Mais c'est vous qui nous l'apprenez. Vous nous empêchez de faire des investigations à votre gouvernement. Les grandes Bon, ça c'est un parenthèse. Alors, monsieur le ministre, projet d'interconnexion. C'est votre gouvernement? J'ai participé avec la tête haute dans ce gouvernement. Il faut faire du oui ou non? Et j'ai bien servi. Et tenez-vous bien. Il y a autre chose qui arrive dans le pipeline. Ils avaient signé un contrat de 500 MW en solaire. Alors, je pense que ça, nous étions... D'ailleurs, on doit construire l'usine ici de fabrication de panneaux solaires. Cela va réellement nous aider l'année prochaine. On doit avoir ces projets. On doit, ça veut dire que le financement est déjà disponible? Le financement est disponible. Bien, alors... Privé. Alors, aujourd'hui... Vous en êtes? Vous en êtes pour quelque chose? Je suis un homme d'affaires. Donc vous en êtes? Enfin, il le dit. Je suis un homme d'affaires. Eh ben voilà. Pour l'État, j'ai travaillé dans le gouvernement fédéral américain. J'ai pris ma retraite. J'ai créé ma compagnie. Et là, aujourd'hui, parmi les petites compagnies, 4e. Et 70% des revenus viennent du gouvernement et de l'armée. Donc nécessairement aujourd'hui, il faut appeler M. Abessila, retravailler sur le contrat avec K3 pour que cela soit remis en marche. C'est tout. Et c'est beaucoup moins d'argent que... Oui. Ça coûterait environ combien par mois? Ça coûte trop cher. Ça coûterait environ combien par mois? Puisque le bateau c'est 8 millions de dollars. Je peux descendre. Ça dépend, je ne peux pas dire. Je peux. Mais environ. Connaissant leur capacité de paiement, nous pouvons être flexibles. Voilà. Vous savez ce qui me plaît? C'est quoi la fourchette? Ce qui me plaît avec cette interview. Je ne vais pas négocier ça avec mais en fait, c'est carrément une offre commerciale. L'interview de ce matin. Oui. À la comptabilité, carrément. On n'a pas de publicité à ce moment-là. Oui, on veut 10%. Vous venez de vendre vos services à On n'a pas de publicité en ce moment. On va vous envoyer. Après, si vous devez passer à la comptabilité. Et je sais que le Premier ministre, il nous regarde et certainement vous appelez après ici. Attendez. Parce que lui-même, il a peur du bateau. Non, il doit avoir peur parce qu'avec l'explosion qu'on a eue au port, il ne veut pas amener un autre. On a une exigence, hein, monsieur le ministre. Ça va être 10% du contrat.
puisque le marché s'est fait ici. On veut 10% de commission. On peut passer à notre sujet. Là. Oui, on termine avec ça. Je voulais aller sur les projets d'interconnexion, CLSG. Voilà. Donc, rapidement, après ça, attendez la beauté du... Permettez, s'il vous plaît. Après la question de Diba, on voudra justement vous entendre sur un dernier mot. Ce bilan, est-ce que vos acquis, au-delà d'être un homme d'affaires, ce que vous avez pu faire pour la Guinée, et on sortira avec ça et ce sera la fin de l'interview. Allez-y, Diba. Attendez, avant que vous clôturez ça, il y a une chose que je voudrais quand même donner comme information. Nous allons dépasser cette crise et je voudrais que tout le monde s'apaise pour qu'on puisse résoudre ça le plus tôt que possible. Moi, je suis ouvert à négocier avec le gouvernement, à mettre les assets que nous avons ici à leur disposition pour produire de l'énergie. Mais n'oubliez pas, à long terme, et pour être compétitif, il nous faudrait du gaz et du pétrole offshore. Vous savez, il y avait une compagnie ici qui s'appelle Hyperdynamique. Ils ont toutes les données offshore de ce pays. Ils étaient à vendre les grandes gueules à Houston. Je les ai achetés, donc j'ai toutes les données. Donc une raison de plus de travailler avec le ministère du pétrole ou du gaz pour que la Guinée puisse trouver du gaz et prendre la première place de... parce que et là, le tronçon par exemple, le lit est fait déjà. Ils sont en train de faire un chemin de fer de Forêt-Caraya jusqu'à Bela. Jusqu'au sud, oui. Jusqu'à Bela. Avec les tronçons, les transversales, on peut prendre le Fouta, la Haute-Guinée et tout. Parallèlement à ça, le lit, moi j'avais suggéré, j'avais recommandé avant que je me quitte qu'il l'agrandisse pour qu'on puisse mettre les 750 kb là-dessus. Et comme le pétrole, je ne peux pas vous dire où ça se trouve exactement, ou le gaz. Mais vous nous dites ce matin que la Guinée a effectivement du pétrole. Du gaz. Oui, on en a. On a du pétrole. On ne peut pas le prononcer, mais on en a. On a du gaz. Du gaz. Oui. D'accord. Monsieur le ministre. Donc ça va nous permettre dans l'avenir pas lointain d'occuper la première place. Parce que ce problème-là se passe partout à travers l'Afrique. Et une fois interconnecté, pas avec un réseau de 225, mais jusqu'à 700 et quelques, on pourra utiliser. La dernière question, Monsieur Diba. le ministre, le projet d'interconnexion CLSG, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, qui couvre aujourd'hui Sierra Corée. Et à votre avis, j'apprends qu'on avait demandé 15 mégawatts à la Côte d'Ivoire tout récemment, mais sauf que la Sierra Leone, à laquelle ils vendent les 18 mégas, ne paye pas. Donc, ils ont eu peur que la Guinée aussi n'arrive pas à payer. Donc, ça n'a pas été donné. Il y a le projet d'interconnexion Guinée-Mali. Vous avez lancé les activités. C'est Alpha Condé. Alpha a initié. Ça, c'est un projet d'Alpha Condé. Alors, aujourd'hui, Guinée-Mali... Écoutez, ils viennent de vous dire que c'est un projet de Alpha Condé. les grandes gueules. C'était sur la table, mais ce n'était pas exécuté. C'est moi qui l'ai signé tous les contrats. Ah bon? Donc tu ne peux pas dire que c'est un projet de Alpha. Non. C'est quand même l'avantage. Non. Allez-y. C'est quoi l'avantage de... Parce que le gouvernement, c'est une continuité. Voilà. Donc c'est bon, mais la signature des contrats, ça a été exécuté par moi en tant que ministre de ce gouvernement. D'accord. La question de Alors, Diba. justement, Guinée-Mali, ça sera quoi l'avantage? L'avantage, on a deux. Ce que j'avais établi avant de quitter, c'était de faire les mini-grids, parce qu'on avait déjà des fonds, quelque chose de 80 millions avec la BAD, avec quelques partenaires, la Banque islamique et autres. Ça, je ne sais pas s'ils l'ont exécuté. On voulait faire des mini-grids, c'est-à-dire prendre par exemple Sigiring, Kouroussa, Kankan, et cette zone-là, Kérouané, jusqu'à Mandiana, créer un réseau de 30 avec les groupes et les turbines, amener du gaz là-bas. Parce que nous avons du gaz. Donc ça serait un mini-grid qui pouvait servir quand on finira la ligne 225. À Massanta, j'avais déjà lancé le contrat de réhabilitation du petit central hydraulique qu'ils ont. J'ai mis des groupes qui existent et des nouveaux groupes pour les synchroniser et préparer déjà le lit pour les 225 qui arrivent. Il y a un contrat de 225 qui avait été signé, les gars sont prêts d'ailleurs à commencer les travaux, qui quittent l'Insan jusqu'à Zérékoré. Donc c'était ça le chemin. Et franchement, sous ce gouvernement, ce qui a été fait, c'est inimaginable. C'est beaucoup de travail. En 2 ans ou 3 ans, tu ne peux pas t'imaginer.
dans le domaine de l'énergie. Alors, il faut être souple. Il faut que le problème d'énergie soit résolu à court terme. Finir le projet avec 4A, réhabiliter les groupes qui appartiennent à l'État. S'il ne peut pas le faire fonctionner, donner à AIS pour les faire fonctionner et donner le DG pour la gestion pour que le problème soit résolu. Le ministre, si tu demandes mon avis, c'est ça. Voilà. Le ministre Ibrahima Abessila sur la crise énergétique que traverse le pays. On l'a entendu sur les raisons possibles de cette situation, mais aussi sur les solutions envisageables justement pour nous sortir de ce noir dans lequel nous baignons depuis plusieurs moments. Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous ce matin. Une autre chose que je veux même mettre sur ça, rapidement, s'il vous plaît. Pour renchérir, toutes les lignes 225 et les lignes, j'avais planifié de mettre du fibre optique à haut débit, de terabytes, pour l'ensemble du pays. Voilà. Très bien. En tout cas, merci pour ce moment de partage, cette contribution au débat sur la crise énergétique en Guinée. Et pas de l'eau aussi. Avant de quitter, le contrat était signé pour que toute la Basse-Côte, et on avait de l'argent pour toute la République de Guinée ait de l'eau potable à domicile. Et on avait de l'argent pour ça. On avait de l'argent. Il est parti où cet argent? Ah, ça, j'avais de l'argent, mais il faut. Avec la SEC. Non, le président avait signé. Le président avait signé. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Merci, en tout cas, c'est dit et on verra ce qu'il en est. On posera la question au nouveau ministre Abakar Kamara qui viendra. Nous arrêtons ici et on se reprend dans un instant. Notre deuxième invité, impatiente déjà au bout du fil. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Et nous bouclons ce moment de réflexion et de partage, de débat sur l'énergie avec Moussa Koulibaly. Moussa Koulibaly, qui n'est plus à présenter dans ce studio. Moussa Koulibaly, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Tamba, bonjour à tous. Très bien. En moins de 20 minutes, maintenant, on va aller cash. On commence avec vous, Diba. Moussa Koulibaly, merci de nous rejoindre. Et la situation, elle est critique. On n'a pratiquement pas d'électricité. Vous avez vu les manifestations ces derniers jours avec des cas de mort. De l'œil d'un expert, quelle analyse faites-vous de cette situation? Pourquoi Oui, on en arrive là? D'accord. Merci pour la question. La raison, elle est simple. Lorsqu'on analyse tous les équipements, disons, qui rentrent qui contribuent à la production de l'énergie électrique, on se rend compte qu'aujourd'hui, sans tourner autour du pot, nous sommes en déficit de production d'électricité. D'accord. On n'est plus en situation de délestage. Non, c'est que le délestage est occasionné par le déficit de production... De distribution ou de production? De production d'électricité. D'accord. Dans la mesure où l'électricité vient des centrales électriques. Toute l'énergie électrique que nous consommons, nous produisons sur le système interconnecté de Guinée, vient des machines tournantes. D'accord. C'est-à-dire les générateurs. Essentiellement qui fonctionnent à 80% avec l'énergie hydroélectrique et les 20 ou 15% avec les centrales thermiques diesel. Alors aujourd'hui, nous avons une baisse drastique du niveau d'eau, notamment dans les centrales hydroélectriques. Si vous remarquez, à partir de 18h, nous mettons les groupes notamment hydroélectriques qui constituent 80%, Swapiti, Kaleta et Garafiri, disons à 75 de fois, Garafiri va, disons, à 90% de sa puissance installée en fonctionnement. Soit Piti, on met les 3 générateurs en service. Et Kalita également, on met les 2 générateurs. Donc à partir de 18h, cette opération est effectuée. Donc avec ce surplus de production, on arrive à alimenter les ménages, additionné à la production thermique. Et thermique qui fait les 20%. Les 20%. Et à partir du matin, 7h du matin, parce qu'aujourd'hui, prenez comme une batterie de votre téléphone, le stockage d'eau à Swapiti est à 40%. D'accord. 40% d'eau utilisable. C'est-à-dire nous avons 25 mètres d'eau, le niveau haut et le niveau mini. Donc dans cette plage de niveau d'eau, on peut produire l'électricité avec Swapiti. Donc aujourd'hui, avec le niveau d'eau, on est environ à 195 mètres. On peut estimer à peu près à 40% du stockage d'eau utilisable à Swapiti. Pour produire l'énergie. Donc ce qui veut dire que ce qu'on nous a vendu, ce qu'on nous a dit, Swapiti venait pour la retenue d'eau et sa retenue pouvait faire travailler à 100% Kaleta. C'est que ça, c'est une contre-vérité.
Non, en soi, ce n'est pas une contre-vérité. J'ai visité beaucoup de centrales hydroélectriques, notamment en Chine, qui est leader mondial. Vous allez voir sur un même cours d'eau, vous pouvez avoir 7, 8, et des fois même 10 barrages en cascade installés sur le même cours d'eau. Donc, on a un plan de production. Vous allez voir que, parce que, regardez ce qui se passe aujourd'hui. À partir de 8 heures, on réduit la production. Mais moi, je dirais que si Amaria était en service, Amaria pouvait être arrêté à partir de 18 heures. Parce qu'il est en aval sur le même fleuve. D'accord. Donc, on peut produire qu'à l'état Swapiti le soir. Et l'eau qui va baisser, l'eau qui va couler à partir de l'eau turbinée qui sort de ces ouvrages peut se retrouver au bout de 4-5 à Maria. Donc on peut, en Chine, c'est ce qu'on fait. Tous les centrales ne sont pas toujours en plein régime de fonctionnement. Donc on fait une gestion en cascade. On fait une gestion, une exploitation programmée en fonction des niveaux d'eau. Donc avec ce type de fonctionnement aujourd'hui, on peut tirer profit au maximum de nos sources hydroélectriques dont Dame Nature nous a vraiment bien gardé. C'est un souci. Il y a l'ancien ministre de l'énergie qui vient quand même de quitter notre studio, qui nous fait comprendre que aujourd'hui, pratiquement, à partir du moment où le niveau d'eau est assez bas, les centrales thermiques de Conakry et surtout K3 où il a son entreprise, si ces centrales-là tournent à plein régime, qu'on n'a pas besoin d'apport additionnel, notamment d'un bateau pendant cette période d'étiage. De ce que vous savez, est-ce que les 4 centrales de Tombo, plus Tepawa équipées, est-ce que ça suffit pour donner l'électricité convenablement au Grand Conakry? La réponse est non. Dans la mesure où c'est des puissances installées. Je vais vous dire aujourd'hui, en matière de production thermique, nous sommes en plein régime. C'est-à-dire, les thermiques aujourd'hui fonctionnent H24. 7 jours sur 7. Sauf en maintenance, sauf en réparation, nous les arrêtons et ensuite nous les mettons sur le réseau. Et la bonne nouvelle aussi, l'approvisionnement en HFO, en mazout, suit la cadence. Environ, nous avons 10-15 citernes par jour qui permettent d'approvisionner les centrales thermiques de la tannerie, de Kipé et de Tombo. Donc ces centrales qui ne souffrent pas de maintenance, sont en plein régime. Donc à partir de 18 h, nous ajoutons la puissance hydroélectrique pour alimenter le maximum d'abonnés. D'accord. Alors, Kaloum 3 te fait 4 générateurs de 11 MW chacun. Au total, on a 44 MW. En aucun moment, ces 44 MW additionnels ne peut suffire aujourd'hui l'approvisionnement en énergie électrique du Grand Conakry. Parce que le terme il a parlé de Kaloum 1 et 2, plus maintenant Kaloum 3. Donc ça fait 3 quand même. Kaloum 1 a une puissance installée de 24 MW. Aujourd'hui, elle fonctionne à 50% de sa capacité. Sur les 6 générateurs, il y a 3 qui fonctionnent. Kaloum 2. Les 3 autres, c'est quoi le souci? Il y a des soucis techniques. Allez-y, Kaloum 2. Kaloum 2 a une puissance de 26 MW. Elle a 3 générateurs. Aujourd'hui, elle fonctionne en pleine capacité. D'accord. Kaloum 3 n'est plus utilisé. Comme il n'est plus, il est carrément retiré du réseau de production. Mais c'est combien de mégas? 44. D'accord. C'est le plus grand finalement. Mais c'est pas disponible. Pourquoi? Non, il y a des pannes, il faut le dire. Il y a des pannes, les générateurs ne sont pas disponibles. Parce que ça a été éteint? Non, c'est pas lié à ça. Oui, mais le propriétaire vient nous dire qu'après son départ, on est venu quand même à éteindre la machine. N'est-ce pas? Moi, je parle des faits techniques dans les centrales. C'est en panne depuis quand? Kaloum 1. Non, Kaloum 3. Alors, avant ou après? Non, c'est important. Attends, c'est important, soyez précis. C'est avant ou après son départ? Mara, permets-moi s'il te plaît que je dirige un peu ça. C'est pour faciliter la compréhension de nos auditeurs. Tu étais sur une lancée, vous étiez sur une lancée, Moussa Koulibaly, pour expliquer que on a nécessairement besoin d'un apport supplémentaire, même si nous avions les groupes. Vous étiez sur Kaloum 3. J'imagine qu'il y a Kaloum 4 aussi. Non, Kaloum 4 n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord. Mais à Kaloum 5. Pourquoi dites-vous que même si toutes ces centrales thermiques tournaient à plein régime, on aurait besoin d'un apport additionnel? Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, la pointe, pour alimenter le système interconnecté de Guinée, on a besoin environ de 600-650 mégawatts. Mégawatts de puissance pour couvrir la pointe, c'est-à-dire le moment de consommation maximum. Qui se situe normalement entre 19h et 21h ici. Donc, si on fait la puissance, la somme de ces puissances, on a à peine 140 MW. Et quand nous arrêtons Swapiti le matin, on a une perte de production d'environ 250 à 300 MW. Donc, plus les thermiques qui sont au réseau. Donc, il y a un gap. Ce gap-là, on a 2 solutions aujourd'hui pour combler ce gap.
soit on trouve une source de production aujourd'hui supplémentaire qui pourrait s'ajouter à la production actuelle. Comme le bateau. Qui pourrait être le bateau? Oui, qui pourrait être le bateau. Une nouvelle centrale, ou une nouvelle centrale carrément guinéenne qu'on viendrait installer. Oui, construit. Donc ça va faire minimum, ça va faire une année. D'accord. Une année pour la plateforme, installer les générateurs, etc. Donc on peut considérer une année de travaux pour commencer et finir l'installation. Et à défaut de cette solution, je l'ai dit, nous avons la ligne CLG. À partir la ligne CLG prend sa source au poste de Man en Côte d'Ivoire. Oui. Donc il traverse et il alimente Zéro Corée. Donc Zéro Corée, l'électricité vient exclusivement de la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est l'électricité importée que nous achetons avec la CIE. Pour 2021, on a environ acheté 23 gigawattheures d'énergie que nous avons acheté pour alimenter Zéro Corée. La ligne vient, traverse le Libéria, elle vient en Sierra Leone. Ensuite, elle vient à l'INSAN. Donc, s'il y a une possibilité aujourd'hui avec la CIE, cette ligne, j'ai participé à l'essai de la ligne qui part du poste de l'INSAN au poste de Yekepa. Non, au poste de Kamakui en Sierra Leone. Donc, s'il y a une possibilité, on peut importer de l'énergie électrique entre 8h et 18h, au moment où on a un déficit, à partir de la ligne CLG. C'est une possibilité. Importer de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Parce que la Sierra Leone est déficitaire, le Libéria est déficitaire. On ne peut pas compter sur eux. La Côte d'Ivoire exporte plus de 11% de sa production d'électricité, notamment au Mali, au Burkina, au Ghana, même en à la Guinée. Il donne 18 MW. Oui, c'est la Côte d'Ivoire, le pourboire d'électricité. Elle se fait beaucoup d'argent dans cet exercice. Ou, à défaut, on peut voir la ligne OMVG. OMVG, à partir de Mali, elle rentre à Kédougou, au Sénégal, et elle va à Tambacounda. On peut voir nos homologues sénégalais. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une puissance additionnelle entre 8h et 18h pour qu'on puisse combler le gap? Ou à défaut, la ligne continue aussi à Saltino, ça c'est en Guinée-Bissau. Mais la Guinée-Bissau aussi est déficitaire. Également, la Gambie est déficitaire. Donc, c'est les options aujourd'hui qu'on peut explorer. Il y a deux options quand même claires. La Côte d'Ivoire, mais le nerf de tout ça, le nerf de tout ça, c'est l'argent. C'est l'argent parce que j'apprends qu'ils avaient démarré même 15 MW en parlant du CNLG à la Côte d'Ivoire. Sauf que la crainte de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils donnent 18 MW à la Sierra Leone, ils ne payent pas. Donc, au moment où la Guinée, on parle d'assèchement de nos comptes publics, est-ce que la crainte ne serait pas, on ne pourrait pas aussi faire face à ça? Oui, je suis d'accord avec vous. Vous savez, dans un contrat, disons, d'achat et de vente d'électricité, il y a des clauses. C'est-à-dire, la puissance que je souscris, à combien vous me vendez le kilowattheure. Mais aussi, il y a une autre clause qui dit, lorsque je ne paye pas ma facture à temps, donc il y a aussi des pénalités qui surviennent. Donc c'est des données de toutes les solutions là. Quelle est la solution la plus pratique et la plus bénéfique à court terme? Non, je vais vous dire quelque chose. Dans la rapidité, généralement, par expérience, on ne peut pas cumuler en même temps la rapidité, l'urgence à la crédibilité ou bien au mœurs des solutions. À la qualité. À la qualité aussi. Donc, vous savez, on fait face à une crise. C'est une urgence. Parce que certainement, ça ne plaît pas à tout le monde que nous soyons coupés d'électricité entre 8h et 18h. Et quand ça vient à 18h aussi, il y a des endroits où il y a des interruptions. Ça peut plaire à personne, cet état de fait. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que il faut trouver un moyen aujourd'hui, mais dans l'urgence, généralement, prenez l'exemple, dans l'urgence, il est difficile de les travaux d'urgence, un bel exemple et performance. On attend les grandes pluies, c'est mieux. C'est une solution, la solution elle est coûteuse. Il faut le dire, il ne faut pas tourner autour du pot. Elle est coûteuse. Vous n'êtes pas sans savoir que, disons, le secteur de l'électricité vit de subventions à coût de millions de dollars annuellement. Et par ailleurs, il faut ajouter à ça aussi le faible taux de recouvrement aujourd'hui de notre entreprise publique qui sert à distribuer et commercialiser l'électricité. Donc normalement ce business il n'est pas rentable. C'est ça aussi, disons, le mal de ce secteur aujourd'hui. Alors la solution d'urgence la plus pragmatique serait donc le bateau. Oui, techniquement, moi je vais pas voir les finances. Moi je vois il faut voir parce que les 8 millions de dollars dont nous parlait tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez écouté, l'ancien ministre Abessila, 8 millions de dollars, 8 milliards de francs guinéens par mois. Comment vous percevez 80 milliards, je vais dire. Comment vous percevez d'abord cela et voir notre situation actuelle et qu'on reparte encore avec le même coût? Oui, mais au fait, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. D'après le message de la dernière fois de monsieur le Premier ministre qui annonce que nos caisses sont vides,
Alors c'est une difficulté auquel nous faisons face aujourd'hui. Maintenant, comment s'y prendre dans l'urgence, l'état actuel. Normalement, c'est cette solution qui est la plus rapide. C'est faire venir un navire, il y a une ligne rapidement, on connecte au poste Tombo sur le jeu de bar 225, on peut alimenter le reste du Grand Conakry et même le reste du système interconnecté. Très bien. Voilà. Alors, c'est pas perdu parce que c'est revendu. Effectivement, c'est l'énergie achetée sur le bateau, mais qui est revendue. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire aussi que c'est 80 milliards mensuels jetés par la fenêtre. Oui, cette électricité est achetée, je suis d'accord. Elle est achetée, donnée à EDG qui a la charge de revendre. Et or, les entreprises, vous le savez, les entreprises les quand industries payent. Les ménages ne payent pas, mais les plus gros consommateurs, les entreprises payent. Pendant la journée, voilà. le thermique qui fait 20%, elle paye. Le thermique, il paye. Non, elle paye. Actuellement, ils sont desservis 24 heures sur 24. Elle paye. Les entreprises payent. Justement, le thermique c'est le foyer de magouille de la négociation. C'est comme ça que ça paye. Justement, j'apprends d'ailleurs que le thermique qui fait 20%, dans la journée, les citoyens n'ont pas de courant, mais on fournit par exemple à Topaz, la zone industrielle de Kagbele et certaines entités. Oui. Donc c'est eux qui sont desservis par le thermique. Le soir, ensuite on fait une injonction avec les barrages hydroélectriques. Oui, c'est ce qui se passe. Vous savez, les clients industriels font une minorité des clients, mais quand on voit la comptabilité, c'est le meilleur payeur. C'est ces clients qui renflouent les caisses de EDG en matière de paiement. Comme vous avez dit, la journée, on les a priorisés. Parce qu'il ne faut pas arrêter la production aussi industrielle. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Tout ça, on est en train de rationaliser. D'emploi aussi, n'oubliez pas. Bon, ça peut venir aussi en appoint, mais la crise aujourd'hui, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. Le peu qu'on a, on est en train de le gérer de la meilleure des manières possibles. Malheureusement, tout le monde ne peut pas gagner au même moment. J'avais une question, c'est jeudi dernier. Jeudi dernier, Conakry s'est embrasé autour de 18h. Tous les grands axes, les ronds-points, les corniches, des jeunes sont sortis. Conakry était noir de Camayen jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que rarement on a vu un tel soulèvement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que des jeunes sortent de cette façon et que toute la ville se retrouve dans le noir? Dans ce que nous avons connu jeudi, c'est qu'on appelle dans le terme blackout, c'est-à-dire un déclenchement général de tout le réseau interconnecté de Guinée. Il s'est avéré que nous avons eu un défaut sur l'un des pylônes, notamment du côté de Manéa. Nous avons eu un parafoudre qui a cédé et ça a provoqué une avarie du réseau interconnecté, donc un déclenchement général. Mais vous savez, le déclenchement général est très rare, il n'arrive pas souvent. Mais le mal est que la reconstitution du réseau a pris du temps. Sinon, il arrive très souvent, c'est l'une des avaries les plus rares. Mais quand il arrive, ensuite, on démarre les centrales. Ensuite, on procède à l'alimentation de la ville de manière graduelle. Mais ce qui s'est passé, c'est que le défaut était permanent. Ce n'était pas un défaut fugitif. Il était permanent, donc il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu des équipements aussi qui avaient du mal à opérer. La commande sur certains équipements majeurs n'arrivait pas à répondre aux attentes. Donc c'est ce qui a prolonger, disons, la durée du manque d'électricité, malheureusement qui a entraîné aussi des remous sociaux, des manifestations, ça et là. Est-ce qu'il y a des chances que ça se reproduise? Il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu que ça se passe. Pas qu'en Guinée, aux États-Unis, en France. Quand vous voyez les statistiques, sur 10 années, 20 années, vous avez peut-être 2-3 blackouts. C'est très rare. Maintenant, le rôle des opérateurs, c'est ne pas que ça arrive. C'est ça aussi leur travail. Ils surveillent les paramètres des lignes, ils surveillent les paramètres des transformateurs, ils surveillent, disons, les différents paramètres du fonctionnement du réseau pour ne pas que ce genre d'incident arrive. C'est aussi le rôle, c'est leur travail. Sauf que là, c'est arrivé au mauvais moment. C'est arrivé au moment où il y avait eu la grande manifestation à Kindia qui a coûté la vie à 2 enfants. Vous imaginez, à votre avis, il y a quelque chose d'incompréhensible. Mauvaise coïncidence. Est-ce que vous comprenez le limogeage du DG de EDG? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont failli à leur devoir de surveillance, ce que vous venez de dire, pour éviter ce genre de choses? Mauvaise coïncidence. Oui, mauvaise coïncidence, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut ajouter à ça, le travail, comme j'ai dit, des opérateurs du réseau, des dispatchers, disons, des éléments de téléconduite, c'est pour pallier à ce genre d'incidents. Donc, à un moment donné, quand ça arrive,
il y a toujours une explication. C'est ça aussi, malheureusement, c'est la technique. Quand c'est bon, quand ça fonctionne de manière parfaite, on n'a pas des incidents. Donc peut-être qu'il faut revoir aussi les maintenances préventives. Il faut faire des corrections. Il faut faire des contrôles. Même quand ça fonctionne très bien, il faut venir, il faut planifier des maintenances préventives et pas seulement des maintenances curatives pour pouvoir anticiper ce genre d'incidents. Alors, dernière question. On l'a longtemps dit, on a 1260 MW capacité installée. Le réseau hydroélectrique, mais aussi le thermique, qui fait 80% hydro et 20% le thermique. À date, l'argument qui revient, on a beaucoup de courant, mais on ne peut pas transporter. Les DG même à un moment a créé une direction chargée du transport pour pallier ce problème-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut véritablement? La question, elle est claire. À l'état actuel, on fait face à un déficit de production. Mais quand c'est un peu la solution Moussa Koulibaly, quoi. Allez-y. Oui, la solution aujourd'hui, comme tous les pays aujourd'hui, les grandes gueules. Parce que je vais vous annoncer qu'il y a des endroits, une seconde de coupure d'électricité, c'est des milliards de dollars de pertes économiques, notamment dans les industries. Par exemple, si vous avez une raffinerie d'aluminium, lorsque l'électricité s'arrête, tout ce matériel devient du rebut. On peut plus récupérer. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des pertes en vie humaine dans les hôpitaux, ceux qui sont sous assistance respiratoire. S'il n'y a pas de groupe secours pour prendre le relais, ils peuvent en mourir. Donc, c'est tous ces mécanismes aujourd'hui qu'on doit mettre ensemble pour développer les choses. Mais ce que je déplore aujourd'hui, c'est que nos infrastructures aujourd'hui n'ont pas de réserve. Je prends un exemple. Je vous avoue quelque chose, pour évacuer la puissance de Swapiti et Kaleta sur le Grand Conakry, nous n'avons qu'une seule ligne. C'est un exemple. Dans d'autres pays, nous avons 3-4 lignes en parallèle. Lorsqu'une ligne est en défaut, les autres prennent la charge. On ne se rend même pas compte d'un déclenchement. Il y a des pays aujourd'hui qui ont des équipements installés. On a fait le commissioning, on a fait la réception définitive, mais ça ne fonctionne pas. C'est en réserve. Au cas où on a un équipement ailleurs qui a une avarie, on le met. Donc aujourd'hui, nos infrastructures sont prises à la gorge. On n'a pas de. On a nos œufs dans un même panier, quoi. Voilà, on n'a pas de plan B. Regardez par exemple la distribution, le transport. C'est foutu. Voilà, rarement on a des possibilités. Après, on se cogne dans la rue. Et même le déclenchement du GEDI, quand c'est arrivé, comme on n'arrivait pas à mettre la ligne 110 sous tension à cause du défaut de commande de quelques équipements, on est passé par une ligne de 60 kV. Mais il y a une différence. La ligne 110 peut évacuer environ 300 MW. Mais la ligne 60 ne peut évacuer qu'environ 20-25 MW. Regardez la différence. Donc, ça peut arriver à des moments donnés. Donc, aujourd'hui, il faut doubler. Il faut même tripler beaucoup d'équipements, beaucoup d'infrastructures, de production, de transport pour éviter ce genre de Est-ce que c'est en perspective, vous qui êtes en contact avec les pouvoirs publics, est-ce que c'est en perspective? Oui, il y a un projet intéressant qui est en perspective. À partir de la ligne post-Manéa, post-Kaleta, on veut faire une ligne post-Linsan, post-Manéa. Donc c'est comme une boucle. Lorsqu'on a un souci sur l'autre boucle, on peut évacuer, on peut alimenter Conakry à partir de la boucle qui quitte Linsan pour Manéa. Ça, c'est un projet salutaire. Vous comprenez? Voilà, donc c'est déjà d'initiatives qu'il faut continuer à développer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un point important. C'est pas avoir l'électricité, mais il faut assurer la fiabilité et la sécurité d'approvisionnement en énergie électrique. C'est l'un des enjeux majeurs aujourd'hui pour, disons, pérenniser nos acquis et nos infrastructures énergétiques. Très bien. Et c'est pas une question, mais ça va certainement être, à mon avis, votre dernier mot. Que ce soit via bateau ou via les autres options que vous proposiez, le minimum de temps que le Guinéen devra attendre pour accéder à nouveau à une bonne desserte en courant, ça va être de combien de temps? Donc, l'œil du technicien. Oui, si nous retenons le bateau, je pense que c'est la solution la plus rapide. Pour combien de temps il faudra attendre? Donc je ne saurais vous donner le dit. Je ne sais pas comment se passent les négociations avec le propriétaire du navire et quelle va être la durée du contrat, quel va être le prix de vente du kilowattheure, quel va être, disons, les pénalités. Supposons que tout ceci a été bouclé. Oui. Le temps de prendre le bateau, venir, l'installer, engager les choses, ça prendrait combien de temps? Donc, moi je dirais moins de 5 à 6 semaines. Maximum, moins de 5 à 6 semaines. D'accord, donc voilà. Le temps d'arriver. Tout au moins un mois. Oui, si le navire il arrive, tout de suite, la ligne, on pourrait aller. Parce que déjà le navire il arrive avec les équipements prêts à fonctionner. Les générateurs, les transformateurs, la salle de contrôle, les tanks pour mettre le carburant, les séparateurs d'huile.
tous les équipements sont prêts à fonctionner. Il suffit juste de raccorder le câble pour que, disons, la centrale flottante commence à évacuer sa production électrique sur notre système interconnecté de Guinée. Très bien. Nous sommes en 2024. 2024, on cherche à stabiliser la desserte en courant. La Côte d'Ivoire, en 92, en avait déjà. C'était 24 heures sur 24. Il y en avait, ça se revendait au-delà des frontières ivoiriennes. Ça, c'est un trop gros retard. Merci. Mohamed Mara, je pense qu'on pourrait, on pourrait chronologiquement dater ainsi. Nous sommes en 2024, 3 ans après Alpha Condé, 3 ans, donc l'an 3 CNRD. L'an 3 CNRD. Très bien. Merci mon cher. Aïssa Toussané, on va rapidement avec vous, sans discontinuer, avec le mur du jour. Alors, rebonjour, Mara a pris 3 murs, 2 pour Mohamed Ali, et puis notre mur du jour en a pris 8, c'est EDG. EDG, oui. C'est pas Abessila. Non. Hey. Quand je vous dis que nos électeurs là, je vous le dis, vous nous écoutez, vous êtes des milliers, nous vous aimons. Mais vous là, vous n'êtes pas logique. Je sais que EDG va en prendre. Je t'assure. Pendant des mois encore. Ouais. Ce qui s'est passé. Merci Aïssa Toussané d'être venu. Moussa Koulibaly, c'est toujours un plaisir. C'était exquis d'entendre le technicien sur ce propos-là. On espère en tout cas que les choses puissent changer et que de meilleurs profils émergent pour prendre les rênes de ces entités qui ont des obligations majeures de résultats. On va s'arrêter ici ce matin et demain. Dès 9h, nous allons nous reprendre avec d'autres sujets. Les actualités telles que vous les connaissez, elles sont foison. Nous continuerons justement, donc justement, Djiba, c'était oui, Mohamed Mara. Harcèlement sexuel, ça devient une véritable problématique en Guinée. C'est quand même bien qu'on se penche sur la question, peut-être même avec des juristes, surtout dans les entreprises. C'est un fait et bizarrement, il n'y a pas maintenant que les femmes, même des hommes sont aussi victimes de harcèlement sexuel, surtout sur les réseaux sociaux. Très bien. Il est primordial de se pencher sur cette question. Djiba Milimouno, victime de harcèlement sexuel, c'est un sujet sur lequel vous entendrez Moussa Yeo demain. On se dit merci de rester en compagnie de nos programmes. J'aurais dit que nous sommes les meilleurs en Guinée, mais j'ai envie de dire que finalement, nous ne sommes que les seuls. À demain.